Promu chef-lieu de wilaya en 1984, Naama occupe une superficie de 29 514 km², avec une population de 192 726 habitants. La wilaya de Naama se distingue par la bipolarité de sa population. Il s'agit là de deux grands pôles urbains. Les daïras de Mechria et Ain Safra, le chef-lieu de wilaya vient en troisième position. Le territoire de la wilaya de Naama est composé de trois zones distinctes. Une zone steppique au nord avec une prédominance de l'activité pastorale, une zone montagneuse à l'Atlas saharien et une zone pré-saharienne située au sud de la wilaya. Ces deux dernières se caractérisent par une agriculture oasienne. La wilaya de Naama dispose de réserves naturelles et matières premières dignes d'intérêt, telles que les argiles, les sables, les grès, les calcaires et les dolomies. Ces richesses méritent bien l'implantation d'unités industrielles. Le sous-sol de Naama renferme des réserves hydriques considérables. Elles sont localisées sur l'ensemble du territoire de la wilaya, notamment le synclinal de Naama, les aquifères de la vallée de Ain Safra et Tiout, Chott el-Gharbi et Chott el-Sherghi. La wilaya de Naama est à vocation agro-pastorale. Elle est caractérisée par une activité orientée essentiellement vers le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Mais la dégradation des parcours a réduit le champ des activités agricoles. La superficie des terres agricoles utiles à la wilaya de Naama est de 20 395 hectares. Quant au cheptel, il est estimé à 928 932 têtes. كانت قصة الصحاري لا تنساش سلم لي على بطال نعرى المظلوم فرسان الصحراء وعجل 13. Dans la steppe de Naama, les limites administratives n'ont jamais été une contrainte pour les nomades et la transhumance. Leur déplacement dépendait uniquement des conditions climatiques qui déterminaient le couvert végétal nécessaire au maintien du troupeau. Il faut dire qu'il existait une relation très forte, une convivialité entre la steppe et l'Iqsour. L'Iqsour, construit depuis des siècles, était habité par des sédentaires. Ils constituaient en quelque sorte des entrepôts dans lesquels les nomades déposaient leurs grains. La wilaya de Naama était partagée entre deux grandes tribus. Les Hamiennes nomadisaient dans la région de Mechria et les Amor occupaient la région de Ain Safra. À partir de 1847, durant l'occupation française, les transhumances furent limitées. La suite logique de cet agissement, les nomades furent contraints à vivre autour des Qsour. De 1954 jusqu'à 1962, 50% de la superficie actuelle de la wilaya de Naama fut déclarée zone interdite. Ceci provoqua la destruction du système socio-économique ancestral qui existait entre Tel Sahara et Qsar Steppe. Cette situation a perduré jusqu'au post-indépendance. Aujourd'hui, si l'urbanisation présente 59%, elle est surtout localisée dans les centres de Mechria, Naama et Ain Safra. Au sud-ouest de Naama, à 38 km environ dans la daïra de Mechria, commune de Ain Bekhlil, on visite la zone humide de Ouglet Daïra. Le site est grandiose. Située en pleine zone steppique, elle s'étend sur une superficie de 23 430 hectares. Le lac de Ouglet Daïra occupe quant à lui 20 hectares. La zone humide de Ain Bekhlil constitue un biotope pour la bifaune sédentaire et migratrice de la steppe. Pour la faune existante, on y trouve le canard à col vert, la bécasse, la poule d'eau, la caille des blés, le tadorne kazarka et la boussette. La zone humide de Ain Bekhlil joue un rôle important dans le renouvellement et l'alimentation de la nappe phréatique, et ceci par l'infiltration des eaux stockées. Les eaux de ruissellement, quant à elles, leur fonction élémentaire sert à favoriser le captage des sédiments et à prévenir contre l'érosion hydrique.
La zone humide de Ouglet Daïra est aussi remarquable pour sa flore. Il y a le Tamarix gallica, le peuplier blanc, le pin d'Alep, le pistachier de l'Atlas, le retame, le Peganum armala, ainsi que d'autres plantes qui ont un rôle important pour la fixation des dunes. À 120 km environ de Naama, sur le revers sud des monts d'Iqsor et tout près d'un oued plus ou moins sec, on atteint la daïra de Mugrar. Composé de deux Qsor, Mugrar al-Fougani est le chef-lieu de daïra et Mugrar al-Tahtani est connu sous le nom de Qal'at Cheikh Bouamama. Occupant une superficie de 14 800 mètres carrés, le vieux Qsor de Mugrar al-Fougani fut bâti vers le XVIe siècle. Le vieux Qsor de Mugrar comprend 4 portes principales qui donnent sur la route nationale. Les 2 portes secondaires mènent vers la Palmeraie. Toutes les portes sont liées par des voies en labyrinthe. Ces dernières aboutissent toutes à la placette et à la mosquée, située au centre de la cité. Qal'at Cheikh Bouamama est célèbre pour ses gravures rupestres. Localisée en amont du village, elle se trouve sur les dalles horizontales. Moulée et déposée au musée du Bardo, la plus remarquable est la momie selon Flamand, que l'hôte l'interprète comme étant un félin. Les autres gravures rupestres représentent des personnages dont un orang, des autruches, des bovidés et des canidés. Qal'at Cheikh Bouamama, appelée communément Mugrar al-Tahtani, est située à une dizaine de kilomètres de Mugrar al-Fougani. Berceau de l'insurrection du Cheikh Bouamama, la citadelle comprend les vestiges d'une tour visible de loin, où on peut dominer toute la cité et le vieux Qsar. La partie donnant sur la route principale vient d'être restaurée. On y découvre une placette, à son centre un puits appelé Hassi Hamadi, une vieille mosquée et son minaret qui persiste toujours. En 1881, sous l'ordre du général Cavaignac, les 2 Qsar de Mugrar ainsi que la confrérie de Bouamama furent bombardés. Ceci étant comme riposte des Français contre l'insurrection du Cheikh Bouamama. Le musée regroupe les objets de la région, les correspondances du Cheikh Bouamama, les armes qui étaient utilisées durant son époque, ainsi que la maquette de la zone interdite contenant des mines antipersonnelles de la période coloniale. Né en 1840 à Figuig et décédé en 1908 à El Arioun, Cheikh Bouamama appartenait à la grande tribu des Ghraba du sud oranais. De par son statut d'homme de religion et chef de Zawiya qu'il y fondé en 1876, il est imprégné par l'idée de la guerre sainte. Après avoir préparé toutes les tribus de la région par le biais des disciples de la confrérie, Cheikh Bouamama réussit à rassembler 2300 soldats, entre cavaliers et fantassins. Le premier affrontement fut le 27 avril 1881 à Sfisifa. Le deuxième, le 19 mai de la même année, près de Mouilek à El Bayed. Tout près d'Uqsar, on peut pénétrer dans la palmeraie de Qal'at Cheikh Bouamama. Elle s'étale sur les 2 rives de l'Oued. Outre les palmiers, la palmeraie de Qal'at Bouamama comprend une variété d'arbres fruitiers. On y trouve le figuier, l'abricotier, le pommier, le grenadier, le poirier, ainsi que des cultures maraîchères pour les besoins de la cité. Un vrai lieu de délices. À 70 km au sud de Naama, on découvre la célèbre daïra de Ain Safra. La ville coloniale fut bâtie en 1882. Elle est érigée en bordure de l'Oued et au pied d'une dune à laquelle elle doit sa beauté. Il y a aussi le fascinant Djbel Mekter. Il domine la ville.
Son altitude est de 2061 mètres. Du sommet, nous avons une très belle vue sur les monts d'Irsour. Au centre-ville de Ain Sefra se trouve la maison que louait Isabelle Ebera et dans laquelle elle fut retrouvée morte le 21 octobre 1904 suite à une crue de l'Oued. De mère aristocrate russe, Isabelle est née le 17 février 1877 à Genève. En 1897, Isabelle part avec sa mère à Annaba. Et c'est dans cette période qu'elle se convertira à l'islam. À 20 ans, elle est l'auteure d'une publication intitulée Vision du Maghreb, dans laquelle elle dénonçait le massacre d'une population d'un village à Ouled Naïl. Le 17 octobre 1901, elle épousa Slimane Ehni à Marseille. En 1903, Victor Barucan lui offrit du travail en qualité de reporter dans le sud oranais, pour le compte du journal Akhbar. De retour de Beni Wenif et durant les 2 semaines qui précédaient le jour de son décès, Isabelle Ebera était atteinte de paludisme. Elle repose au cimetière de Sidi Boujma'a. L'oasis de Tiout et son Qsar sont entourés de rochers ruiniformes de grès rouge. Tiout est situé à 20 km à l'est de Ain Sefra et 90 km à partir de Naama. À vocation agro-pastorale, sa population est constituée de 2 tribus, l'Amour et l'Ksour. L'agriculture est pratiquée sous forme d'exploitation familiale. Les jardins à Tiout sont irrigués par un petit barrage. Ils forment un joli tapis vert. À l'est comme à l'ouest, la région de Ain Sefra est célèbre pour ses ressorts de couleur ocre et ses jardins vergers. Qsar Tiout fut bâti par Sidi Issa de la famille Ahlaf en 1250. Il est situé sur la rive gauche de l'Oued à 2 km de l'habitat primitif. Sidi Issa commença par l'érection d'une maison et une mosquée. Ensuite vint le tour de Sidi Ahmed Ben Youssef el-Meliani pour achever la construction du Qsar. Le vieux Qsar de Tiout comprend 60 maisons séparées par des ruelles, toutes en dédale et entrecoupées par des abris entrants de palmiers pour créer des ombrages. La mosquée se trouve au centre. Toutes les sentes mènent à l'édifice et vers une placette appelée Tesfelt. Le vieux Qsar de Tiout, il est réalisé avec de la pierre et des matériaux locaux. Non loin de l'oasis de Tiout, on découvre un très grand panneau en grès rouge avec une façade sombre. Elle comprend des gravures rupestres. La région de Ain Sefra est un non-lieu de l'art préhistorique. C'est un réel bestiaire. Les dessins gravés de Tiout représentent des personnages, des autruches, des animaux tels que les bovidés, des éléphants et d'autres ongulés. Quelques-uns n'existent plus aujourd'hui. Certaines gravures apparaissent de réalisations très médiocres, pourtant elles ont leur sens. Parfois, elles sont de très beaux styles. Il existe aussi des gravures finement tracées. On dirait qu'on a utilisé un silex très fin. Découverte dès 1847, la station rupestre de Tiout est mondialement connue. Toutefois, ces gravures ont souffert de leur accessibilité. Elles sont à la portée de tout le monde. Elles ont réellement subi des dégradations. À 2 km plus loin que l'Qsar de Tiout, par piste, on découvre une station de bois pétrifié. Pour esprits curieux ou ceux qui aiment la géologie, c'est toujours intéressant d'observer et de comprendre les transformations qu'a subies la nature. À 15 km environ à l'ouest de la commune de Ain Sefra, au lieu dit Belhanjir, on découvre le centre d'insémination artificielle. Il est fonctionnel depuis 2006. Le centre de Belhanjir a été créé dans le but d'améliorer le patrimoine animalier local, principalement la réhabilitation de la race ovine Hamra, et surtout la modernisation des conduites d'élevage chez les éleveurs.
en l'occurrence l'introduction de la biotechnologie récente. Le centre d'insémination artificielle de Belhanjir s'étale sur 8 hectares. Il comprend un laboratoire, une écurie composée de plusieurs boxes pour étalons, une bergerie, un bloc pour dromadaires, une aire de récolte et un paddock. Nous sommes à la daïra de Asla. Elle est située à 110 km au sud-est de Naama. Bâti sur une éminence, le vieux Qsar de Asla fut fondé en 1220 par la tribu de Oulad Sidi Boudaoud. Oulad Sidi Boudaoud sont venus du Qsar primitif qui se trouvait tout près de l'Ouad Asla. Le choix du site n'était pas fortuit. Qsar Asla fut érigé sur un terrain élevé pour surveiller les jardins et pour se protéger d'éventuelles attaques des guerres tribales de l'époque. Quatre tours furent érigées. Hautes de 10 mètres, elles donnaient sur les différents côtés de la cité. Au cœur du Qsar, on découvre une petite mosquée à l'architecture typique à la région. La mosquée de Asla fut érigée en 1620 sur les terres de Hajj Bouzar al-Aslawi. Les habitants de Qsar Asla apprenaient la science et le savoir ainsi que la théologie de la part des imams et érudits venant de tout le Maghreb. Non loin du Qsar de Asla, on découvre le mausolée de Sidi Ahmed el-Mejdoub, descendant du calife Abu Bakr al-Siddiq. Né vers le XVe siècle, il apprit le Coran dès son jeune âge. Sidi Ahmed el-Mejdoub élargit ses connaissances en matière de science et de théologie auprès d'éminents ulama, tels que Sidi Ahmed ben Youssef el-Meliani. Asla est connu pour sa wa'da de Sidi Ahmed el-Mejdoub. Elle est célébrée le mois d'octobre de chaque année. L'oasis de Asla est reliée par un cours d'eau. La présence de l'eau favorise la pratique intensive et diversifiée de l'agriculture traditionnelle, basée essentiellement sur l'arboriculture et les cultures maraîchères. Les environs de Asla sont parsemés de stations rupestres, comme tout le reste de la région de Ain Safra. Les figures représentent des bubales, des béliers, des signes symboliques, des spirales et des animaux mythiques. Les gravures rupestres du sud-ouest oranais attirèrent de nombreux chercheurs, tels que Pommel, Gzell, Vaufray, Flamand et Lotte. Henri Lotte écrit à ce propos « Ce véritable musée de pierre nous révèle par les animaux représentés, et qui étaient grands mangeurs d'herbes, que le climat de la région était plus humide et beaucoup plus riche en végétation. Toutes les gravures représentent plusieurs styles, plusieurs techniques de traits, de profils, alors qu'elles datent de la même époque. L'ensemble des gravures de la région de Ain Safra avoisine les 2000 figures. Probablement, elles appartiennent au néolithique. Située à 85 km environ au sud-est de Naama, dans la daïra de Asla, la localité de Ain Warqa est célèbre pour sa station thermale. Elle est située au milieu d'une cuvette entourée de montagnes, appartenant à la chaîne des monts d'Ersour. Le plus édifiant est Djbel Shmarikh. Il culmine à 1500 mètres d'altitude.
Quant à la provenance de l'eau, c'est une faille à la faveur d'une source. Elle se situe au pied du versant de Djbel Chmerir. Sa température est de 46 degrés. Elle est chlorurée sodique. Le cercle de Ain el-Warqa est une cuvette qui contient 2 lacs salés. Le premier s'appelle Dzira. Il est situé tout près de la station thermale. Il est couvert en grande partie par des roselières. Le deuxième lac, appelé localement Bouhaïra, il est en retrait par rapport à la station thermale. Il est plus profond et occupe une superficie plus importante. Les contrastes du site géologique de Ain el-Warqa lui confèrent une considération non négligeable. Les multiples couleurs des marnes bariolées et celles des roches et tufs sur lesquelles se détachent les plaquages blancs du sel, avec les teintes foncées des falaises qui l'enserrent, sont fabuleux. La structure géologique de Ain el-Warqa est formée de roches vertes, appelées ophites, le selgem d'âge triasique, les grès, les marnes et les dolomies de l'âge jurassique. Donc avis aux chercheurs en géologie. Localisée au cœur de l'Atlas saharien, l'accueillante daïra de Sfisifa est située à 80 km au sud-ouest de Naama. Elle se trouve à quelques kilomètres des frontières algéro-marocaines. Carrefour et lieu de transit des caravanes venant du Maghreb occidental, selon certaines versions, le site de Sfisifa fut fondé par le saint Moulay Mohammed Ben Ziyane vers le Xe siècle. De forme triangulaire, Qsr Sfisifa fut bâti sur la rive droite de l'Oued vers le XIVe siècle, sur les fondements de l'ancienne habitation. Pour entrer dans le Qsar, il existe 3 portes. Ces ruelles aboutissent toutes à la placette et à la mosquée. La construction du Qsar avec de la pierre est conçue en parfaite harmonie avec le climat de la région. À Sfisifa, c'est très reposant de se promener dans sa palmeraie. On entend parfaitement le gazouillement des oiseaux. On dirait une symphonie. Riche en jardins potagers et garnie d'une variété de vergers, la palmeraie de Sfisifa est un vrai havre de bonheur.